Bonjour, vous êtes sur mon podcast Glenda Gonzalez-Bassi, candidate à la mairie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Marie Meuchler. Marie, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, bonjour Glenda. Je suis Marie Meuchler, avocate indépendante et je siège au conseil de ville pour le Parti socialiste roman. Aujourd'hui, ensemble, Glenda, on a le plaisir de parler de féminisme. Glenda Gonzalez-Bassi, carte sur table. J'ai envie de te poser une première question. On voit de plus en plus d'images publicitaires de femmes courant à moitié nues en maillot de bain. Il y a 2 mois en arrière, c'était une publicité dans la gare qui proposait aux jeunes femmes d'aller se faire refaire les seins pour passer un bel été, justement. Qu'est-ce que tu penses, toi, de toutes ces publicités ? En tant que femme, c'est vrai que j'ai été soumise très tôt à ce genre d'images. Évidemment, c'est la marchandisation du corps de la femme. C'est aussi difficile de se projeter, de se construire comme ça quand on est une jeune femme. Parce que ça nous cantonne aussi, selon qu'on correspond à cette image ou que l'on n'y correspond pas. Ça nous cantonne dans des postures d'adhésion, d'opposition, et c'est beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je pense que c'est une prise de conscience collective. La société évolue. Mais la présence de toutes ces images, la continuité de la marchandisation et de la primauté du commercial sur les aspects psychologiques et de santé sur les femmes prime tout le temps. Effectivement, c'est maintenant partout, dans les réseaux sociaux, on met beaucoup de filtres, on nous présente presque tout le temps des images refaites. Est-ce que tu penses que ça induit quelque chose chez les jeunes femmes qui voient tout le temps des images refaites de corps presque parfaits ? Bien sûr que ça induit énormément chez les femmes. En tant que parent, j'ai été aussi assez sensibilisée parce que j'ai 3 garçons, mais je vois aussi comment ça fonctionne du côté des filles. À l'adolescence, beaucoup de jeunes filles avec des problématiques liées à des troubles de l'alimentation, par exemple, qui sont vraiment liées à l'image du corps qu'elles veulent donner. Et puis, plus tard, récemment d'ailleurs, me concernant moi-même, j'ai dû me rendre dans une clinique dermatologique pour pouvoir m'assurer que j'avais une tache qui n'était pas dangereuse au niveau du visage. Et je me suis retrouvée finalement dans une salle d'opération sans en avoir été d'accord auparavant, en disant on peut vous l'enlever esthétiquement et d'ailleurs on peut au passage aussi vous enlever telle tache. Et si vous voulez aussi contrer telle et telle ride, pas de problème, comme ça vous aurez une peau toute belle. Je trouve ça inadmissible qu'on nous cantonne uniquement à l'image qu'on donne de soi. Oui, c'est vraiment incroyable ce que tu racontes. Ça fait d'ailleurs aussi beaucoup écho chez moi parce qu'en fait, il m'est arrivé quelque chose de similaire. Je suis allée m'enlever une verrue sous le pied et puis je me suis retrouvée avec un médecin qui me disait « Ah, mais comment est-ce qu'on pourrait améliorer la peau de votre visage ?» alors que je ne m'étais jamais posé cette question. Et puis, effectivement, après cet entretien médical, pendant 3 mois, j'ai réfléchi à « Est-ce que je ne devrais pas faire quelque chose ? Est-ce que je suis moche comme ça ?» c'est vraiment triste, en fait, qu'un médecin nous induise ce genre de choses. Alors, c'est pas forcément le médecin, en fait, c'est un système. Et là, il y a un système commercial qui est très, très bien mis en place pour justement exploiter la sensibilité et puis cette identité chez les femmes qui est véhiculée justement par toutes ces images et cette publicité sexiste. Tout contribue et participe à ce que la femme souhaite, à un moment donné, adhérer à l'image qui est véhiculée au niveau de l'espace public. On est en 2024. Ces dernières années, il y a eu énormément d'attaques envers le droit à l'interruption de grossesse un peu partout sur la planète et ici aussi en Suisse. Personnellement, je sens des fois que les droits des femmes ne sont pas du tout en train de progresser, mais au contraire, qu'on est dans une époque où on doit se battre pour maintenir les droits acquis. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation ? Oui, il y a une certaine ambivalence, en fait, dans la société dans laquelle nous vivons, dans le sens où il est évident que, par exemple, l'égalité salariale doit faire partie des conditions de base d'une société. Il est aussi évident qu'un homme et une femme se valent. Et l'ambivalence réside dans le fait que, dans les faits, justement, c'est pas le cas. Dans les faits, on voit que les choses avancent très lentement, que certains acquis sont fortement remis en cause. Et ce qui est très inquiétant, c'est que c'est dû, en fait, à la montée de certaines voix
aussi au niveau politique, qui sont d'une part très conservatrices et qui mettent en danger en fait des bases de notre société au niveau des droits démocratiques. Et la question du droit à l'avortement, le droit de chaque femme sur son corps, le droit à l'autodétermination de la femme disparaît, mais c'est aussi un droit de l'autodétermination de tous les individus qui est mis en danger par ce biais-là. Ici, particulièrement en Suisse, on ne peut pas dire que ces dernières années, justement, on est progressé. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec l'âge de la retraite des femmes. Maintenant, ce qui nous attend sur le plan du deuxième pilier, des rentes. Comment est-ce que tu vois cette situation, toi, Glenda ? Alors, pour moi, il y a deux aspects. Concernant la réforme de la LPP, il y a la question de où on met les priorités et où va l'argent. On veut faire une réforme parce qu'il faut absolument justement pouvoir assurer les rentes sur la durée, sous prétexte que l'on vit de plus en plus longtemps. Mais fondamentalement, la problématique qu'il y a là derrière, c'est une mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion de l'argent public, de l'argent des gens. Et est-ce que c'est chaque fois aux individus de payer le coût d'une mauvaise gestion au niveau des caisses de pension ou de payer justement le fait que les caisses de pension doivent faire de grosses réserves sous prétexte que la population et l'âge de la population évoluent. Là, c'est la question fondamentale, elle est là pour moi. L'autre question concernant le fait que l'on s'attaque aux femmes prioritairement, c'est complètement ignorer la charge que vivent les femmes durant toute leur vie. On a aussi un corps qui est différemment soumis aux variations et aux cycles hormonaux et qui nous pèse tout au long de la vie. En plus, on prend en charge en général tout le travail des soins dans les familles, pour les proches. C'est généralement les femmes qui sont des proches aidants. Les femmes élèvent les enfants. Les femmes sacrifient aussi une bonne partie de leur parcours professionnel au moment où elles souhaitent constituer une famille ou au moment où le couple souhaite constituer une famille. Ce qui, je dois dire, est en train de changer avec les nouvelles générations. Mais il n'en reste pas moins que physiquement, c'est souvent les femmes qui assument cette charge. De ce fait, prendre ça comme justificatif pour dire il faut élever l'âge des femmes à la retraite, cette réforme vise essentiellement à péjorer la situation des femmes et en particulier des femmes qui ont les plus petits salaires ou des temps partiels, comme beaucoup de femmes ont dans ce pays. On fait peser sur une majorité qui est déjà la plus fragilisée des choix politiques pour assurer un système économique qui de toute façon est voué à devoir changer. Et à un moment donné, je pense qu'il faut penser à rééquilibrer les choses et à permettre à la grande partie des personnes, aux plus fragilisées, aux plus démunies, qui sont celles qui font fonctionner ce système depuis la base. On a besoin du personnel de soins, du personnel d'encadrement scolaire, on a besoin des gens qui nettoient, qui vendent, qui sont dans la restauration. Ce sont tous des métiers qui sont peu payés et ce sont eux avant tout, et notamment les femmes, puisque ce sont une majorité de femmes qui travaillent dans ces milieux, qui vont en payer le coût. Comment la société peut continuer d'avancer, comment la cohésion sociale peut aussi continuer à être active si on distend chaque fois les liens entre la population. Et c'est là, en fait, que je trouve qu'on devrait agir. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est souvent en fait les femmes qui prennent à charge le travail de soins aux proches ou même à d'autres, de prendre soin des êtres humains. Est-ce que c'est parce qu'il y a naturellement plus d'empathie ou de réciprocité, ou est-ce que c'est justement quelque chose qu'on apprend dès le plus jeune âge à devoir être au service ou prendre soin d'eux? Alors, la littérature nous dit qu'effectivement, il y a un modèle social qui est établi depuis des centenaires. Et ce modèle social est tellement intégré. Et on a tellement des rôles qui sont liés à nos genres qu'on reproduit. Évidemment, par exemple, moi, j'ai eu 3 fils. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, sois très attentive à la manière dont tu les éduques, parce que eux, ils vont reproduire. Donc, si tu peux changer quelque chose, ça va être reproduit et ça fait partie d'un cercle vertueux.
Je ne dirais pas que c'est une utopie parce que, évidemment, on n'élève pas ses enfants toutes seules dans un cocon. On a un modèle familial et ces enfants sont confrontés ensuite aux autres modèles une fois qu'ils sont socialisés. Mais je me rends compte quand même que j'ai des enfants qui cuisinent, qui sont autonomes pour leur linge. Ils font pas le ménage volontiers, mais je le faisais pas non plus volontiers. Je le fais toujours pas volontiers. Donc, il y a des choses qui peuvent changer et qui évoluent, mais ça fait aussi partie d'une évolution de la société. Aujourd'hui, je vois vraiment que les jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes, partagent de manière plus équitable les tâches, mais aussi les responsabilités. Et ça, c'est quelque chose qui m'encourage, qui me donne vraiment aussi des perspectives plutôt positives sur les jeunes à l'avenir. Il y a une conscience aussi différente chez ces générations de celle que pouvaient avoir les générations antérieures, et c'est une bonne chose. Justement, moi j'ai des fois l'impression qu'on s'améliore beaucoup, on progresse par rapport à ce partage des tâches, etc. En revanche, j'ai l'impression qu'on régresse justement sur toute la question de l'image de la femme, un peu objet, comme on en discutait au début de ce podcast. C'est possible, mais ce que je vois, c'est qu'il y a aussi un changement au niveau de l'image de l'homme. Les jeunes hommes sont aussi soumis à cette pression de l'image qu'ils portent eux-mêmes. Enfin, on voit de plus en plus aussi fleurir des offres esthétiques, par exemple pour les garçons. La mode des garçons est aussi très très mise en avant. Et je suis pas certaine aujourd'hui que de jeunes garçons soient plus à l'aise avec leur propre image que de jeunes filles. Il faut avoir sacrément les épaules solides pour dire je passe par-dessus, ça me touche pas, je relativise. Et là, par exemple, une problématique très très lourde dans les écoles est liée à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et oui, c'est en fait entre jeunes, entre enfants, entre ados, on se sert de l'image de l'autre pour le pointer, pour le discriminer ou pour l'exclure. Quand tu parles des réseaux sociaux et des jeunes, j'avais entendu une émission très intéressante qui disait justement que TikTok était basé sur des algorithmes qui avaient tendance en fait à mettre en avant tout ce qui était sexy. Et puis par exemple, si on met une vidéo d'une manifestation sur le climat, alors cette vidéo-là, elle sera toujours constamment mise en arrière parce que TikTok ne souhaite pas de contenu politique. Par contre, si on a deux enfants, des fillettes de 10-11 ans qui font une danse où on verrait un peu leur sein, eh ben, ce serait idéal pour TikTok et puis que ce serait mis en avant. Et puis quand j'ai entendu cette émission, je suis vraiment tombée de ma chaise. Et puis ça me questionne aussi énormément parce que on sait que c'est le réseau social principal des tout jeunes, enfin des jeunes. Oui, et souvent la difficulté, c'est qu'on ne se rend pas tellement compte du sens ou de l'impact que ça a derrière. On trouve ça chou, ou bien on trouve ça sympa, on trouve ça cool. C'est un petit peu les mots qui reviennent toujours. Et on se pose rarement la question de voir, mais quel est le sens finalement ? Comment on peut se construire quand on a 8 ans, qu'on a accès à ces vidéos ? À quoi on fait attention ? Qu'est-ce qu'on priorise ? Malgré l'éducation qu'on peut recevoir, si on a accès à ça, c'est vrai que ça norme énormément l'image que l'on veut donner, l'attitude que l'on adopte. Je suis toujours très surprise parce que j'assiste parfois à des événements où il y a beaucoup d'enfants dans le domaine scolaire, par exemple. Et j'ai déjà assisté à des spectacles, à des scènes ou même à des concours où on fait une photo de famille à la fin avec tous les enfants d'une classe. C'est impressionnant aujourd'hui. Des enfants de 7-8 ans posent systématiquement pour une photo avec des attitudes très typées. Les garçons... un peu les épaules écartées et puis les doigts genre mode rappeur, et les filles, une épaule en avant, la moue. C'est incroyable à quel point c'est intégré. J'aimerais encore peut-être revenir sur cette histoire de travail du care ou travail du soin en français. Donc en 2021, le peuple suisse a accepté l'initiative sur les soins qui visait à augmenter les salaires des infirmières et de tout le personnel soignant. Cette initiative, elle a été acceptée donc par le peuple, mais elle n'a toujours pas été mise en œuvre. Et puis, ça aussi, ça me questionne énormément. Enfin, le peuple a souhaité quelque chose qui allait justement dans la direction de reconnaître toutes ces personnes qui travaillent et qui prennent soin des humains, et puis il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Eh bien, je trouve effectivement que c'est absolument
insupportable pour les gens concernés, surtout qu'on les a tellement applaudis pendant la phase Covid. S'agissant de notre situation locale, par exemple, à Bienne, nous avons des EMS municipaux et là, on a décidé d'allouer une allocation au personnel de soins, justement, suite à Covid, mais aussi par rapport à une reconnaissance et une valorisation du métier, parce que c'est absolument indispensable que les gens se sentent reconnus dans les compétences qu'ils mettent à disposition. Et aujourd'hui, notre société, qui évolue démographiquement comme elle est en train d'évoluer, aura besoin de plus en plus de personnel de soins qui prennent en charge en particulier des personnes qui sont en besoin en raison de leur âge avancé et qui ont des besoins de soins spécifiques. On ne peut pas faire autrement que de prendre en charge nos aînés. On ne peut pas faire autrement que d'assurer les soins aux personnes qui en ont besoin. Notre société doit se poser la question de la valorisation de ces métiers dont demain, ce sera la base de notre société. On a discuté jeudi dernier au Conseil de ville d'une Mädchenhaus à créer ici à Bienne, mais justement c'est de la compétence cantonale. Est-ce que justement les autorités biennoises ne pourraient ou ne devraient pas mettre un peu plus de pression au canton pour que ce dernier mette enfin les choses en place ? Oui, évidemment. Et c'est un sujet particulièrement sensible aujourd'hui parce que la violence faite aux jeunes filles, c'est effectivement un problème et on n'a pas de solution. On n'a pas de solution dans beaucoup de domaines par rapport aux jeunes. Et souvent, ça va de pair aussi avec des difficultés psychiques. Donc, on essaye de faire pression. Mais si on fait pression sur le canton, en raison des finances, va dire c'est pas possible, etc., c'est pas le moment. Et là, à un moment donné, c'est vraiment des questions politiques. On a les gens qu'on a en place parce qu'ils ont été élus et c'est finalement la question de savoir qu'est-ce qu'on veut promouvoir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut améliorer et qui nous représente pour nous améliorer dans ces domaines. Et il faut simplement une fois la volonté politique, mais aussi le courage, je dirais, individuel des personnes qui sont en charge de ces responsabilités politiques pour y aller. Parce que je me rends compte que souvent on me dit non, là tu peux pas, c'est bloqué, il n'y a pas d'issue. Je fais partie des gens qui sont fondamentalement optimistes. Quand on me dit, voilà, ça c'est une situation, c'est insoluble, c'est très compliqué. D'ailleurs, le mot très compliqué m'agace un peu. Je me dis, où est la solution ? Et je commence à regarder par où on peut prendre, où emmancher la chose pour pouvoir trouver une issue. Si on a le courage de proposer des choses qui sont peut-être juste un petit peu différentes, on peut aboutir. Et mon parcours au niveau du conseil municipal me prouve que le courage est une part essentielle en fait de notre fonction. Merci beaucoup, Glenda. J'ai trouvé que c'était une discussion porteuse d'espoir, qu'on voit, comme tu le disais, tu es profondément optimiste. Effectivement, il y a solution même à des problèmes très complexes, très compliqués. Et j'espère qu'on ira dans cette direction. Merci, Glenda. Merci à toi, Marie.